Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19-20 Provence-Alpes. Avant de démarrer notre journal, nous regardons les titres de l'actualité nationale. La conférence de presse de François Hollande, elle a duré plus de 2 heures. Le chef de l'État s'est appliqué à rassurer sur ses capacités de décideur. Autre information importante ce soir, une grande violence pour des enfants très jeunes. Un homme s'est suicidé dans le hall d'une école primaire en se tirant une balle dans la tête devant une dizaine d'élèves de CP. Vous suivrez ces informations à 19h30, mais l'actualité ce 16 mai dans notre région, c'est le verdict attendu dans un instant aux assises d'Avignon. 14 enfants ou adolescents sont face à l'homme qu'ils accusent de les avoir abusés. Des malades apaisés, pris en charge pour leurs soins, mais aussi pour leur bien-être physique et moral, c'est la proposition d'un centre d'oncologie à Aix-en-Provence. Et puis de la musique, pour finir notre journal, le festival de musique sacrée de Marseille commence demain. La ministre de la décentralisation était de nouveau à Marseille pour mettre en place la métropole, Aix-Provence Métropole, et apaiser les opposants, c'est-à-dire la majorité des maires. Elle a indiqué que la future collectivité était une condition pour obtenir des subventions supplémentaires. Claire Lacroix, Joseph Lovette. C'est un point d'étape qu'a tenu aujourd'hui Marie-Lise Lebranchu à Marseille. La ministre de la décentralisation est venue rappeler que le projet de métropole suit son cours malgré les résistances et les zones d'ombre. La question du financement par exemple n'est toujours pas réglée, ni chiffres ni chiffrage. Quant aux aides de l'État, elles se méritent. L'État s'engagera et contractualisera sur les grandes priorités de l'aire métropolitaine Aix-Marseille-Provence, avec la région d'ailleurs PACA, mais a mis une sorte de condition en disant, allez, on s'améliore en termes de gestion collective et nous, on redémarre avec vous pour que ce soit la grande porte méditerranéenne de la France. Dans les Bouches-du-Rhône, le projet de métropole suscite depuis le début inquiétude et opposition, notamment du côté des élus. Avec la création d'Aix-Marseille-Provence, les maires redoutent une baisse de leurs subventions, également une flambée des impôts locaux. Le sujet fiscal n'est pas d'actualité. Il n'y a pas de sujet fiscal, d'autant que le total des dotations de l'État, qu'on appelle dotation globale de fonctionnement, dans la perspective d'une aire métropolitaine, augmente de plusieurs dizaines de millions d'euros. Des montants à confirmer. Dans ce dossier, 2 éléments semblent tout de même acquis. Le contour de la métropole, elle inclura 90 communes et 2 millions d'habitants, et sa priorité sera de développer les transports. Prochaine étape le 27 mai au Sénat, avec l'examen du projet de loi de décentralisation. Ils sont 14 enfants ou jeunes gens et depuis lundi, ils sont face à leur présumé violeur aux assises d'Avignon. Un homme âgé aujourd'hui d'une 50aine d'années qui trouvait ses jeunes proies autour des plans d'eau de la région de Mormoiron dans le Vaucluse. L'homme a reconnu les faits. Le verdict vient de tomber, 20 ans de réclusion. Frédéric Bezombe, Olivier Ducrot-Renaudin. Les faits ont été commis entre 2004 et 2010, principalement autour des plans d'eau de Mormoiron, alors que Bruno Dull était déjà sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une autre affaire de mœurs. L'affaire n'est donc révélée qu'en janvier 2011. Une mère de famille porte plainte pour agression sexuelle et exhibition subie par son fils et sa fille. Par un certain hasard, elle rencontre un couple qui se confiera au fil de la discussion sur des faits de pédophilie subis par leurs enfants. En quelques questions, la mère de famille comprend que Bruno Dull est l'auteur de ces faits. Peu à peu, les langues se délient, les victimes et leurs parents dressent aux enquêteurs le portrait d'un homme qui offrait des cadeaux aux enfants et multipliait les mensonges pour les mettre en confiance. Après 4 jours de débat, les parties civiles attendent beaucoup de ce procès. Quant à la défense, elle a catégoriquement refusé de s'exprimer. Les victimes, elles attendent d'abord que cet épisode judiciaire se termine, parce qu'il a commencé il y a déjà 3 ans, et que pour elles, c'est en quelque sorte un peu mettre leur vie entre parenthèses, le temps que ça se termine. Donc c'est important que cette page se tourne, pour qu'ils puissent essayer de, dans des conditions d'apaisement, reprendre le cours de leur vie. Sur les 14 victimes, âgées de 4 à 13 ans au moment des faits, toutes ont décidé de se constituer partie civile. Qui prennent le maximum et surtout qui ne ressortent plus jamais, plus jamais, plus jamais. Voilà. Pour plus qu'ils refassent ça à n'importe quel enfant et qu'ils ne croisent plus le chemin des enfants. Donc qu'ils restent jusqu'au bout en prison. Ça c'est notre vœu à tous le plus cher. Bruno Dull risque jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. L'avocat général a requis ce matin la peine maximale avec une rétention de sûreté et 20 ans de suivi psychologique. Les 14 victimes, quant à elles, attendent avec beaucoup d'angoisse l'annonce du verdict. Reste à savoir si ce verdict
signera pour elles un nouveau départ, une étape cruciale de leur reconstruction. À Septem-les-Vallons, tout près de Marseille, le corps calciné d'un homme a été découvert la nuit dernière dans une voiture brûlée. La victime aurait été tuée par balle, comme l'a révélé une autopsie par scanner aujourd'hui. Ce mode opératoire est connu pour être celui des trafiquants de stupéfiants. Il permet de limiter les indices. Et puis le maire UMP de Marseille, Jean-Claude Gaudin, a annoncé aujourd'hui le recrutement à l'automne de 100 policiers municipaux supplémentaires en installant dans leurs fonctions une centaine de nouvelles recrues. Et puis de membres présumés du grand banditisme ont été interpellés aujourd'hui dans le sud de la France. Des armes avaient été découvertes dans un entrepôt à Sainte-Tulle, près de Manosque. Une tentative d'évasion aurait été programmée dans une maison d'arrêt. C'est la manière la plus complète pour soigner un cancer et c'est une approche trop rare en France. Le centre ressources d'Aix-en-Provence accompagne les malades et leurs proches gratuitement en regroupant traitements et activités sur un seul lieu. L'expérience dure depuis 10 ans et obtient de très bons résultats. Valérie Chénine, Francis Di César. Vous êtes arrivé au sommet de la montagne. Je dis qu'il y a d'autres montagnes à grimper. Hein. Vous n'êtes pas arrivé au bout de l'aventure, mais vraiment vous avez accompli quelque chose ensemble. Pour ces personnes atteintes d'un cancer, le pacte arrive à son terme. Au bout d'1 an d'accompagnement thérapeutique au centre ressources du docteur Jean-Loup Mouissé, le groupe dresse un bilan. Ça fait 3 ans que je suis en traitement et je me sens bien, et je le dis des fois, je me sens bien parce qu'effectivement je me sens bien dans mon corps, dans ma tête également. Et les gens sont surpris. Je me dis, mais non, je me sens effectivement bien. Je pense que tout ça, ça vient de cette énergie positive qui est dégagée dans nos groupes de parole. Sur la rétention d'air, je vais pomper mes épaules doucement. Muriel a un cancer du sein depuis 1 an. Malgré un traitement très lourd, chimio, radiothérapie, chirurgie, elle a toujours trouvé l'énergie nécessaire pour venir jusqu'ici, se ressourcer plusieurs fois par semaine. Cette épreuve, elle est dure, elle est physique, elle est mentale également. Ressources, c'est tout sur place. Vous avez tous les lieux, que ce soit de l'activité physique, on y pratique des cours de cuisine, on va faire également de la sophrologie, il y a de la psychologie, tout est là. Et imaginez-vous fatigué, démuni, en train de parcourir la ville, essoufflé, en plein traitement, pour aller vous faire soigner chez le psychologue, pour aller voir l'ostéopathe, pour aller voir la sophrologue. C'est impossible. Ressources regroupe tout ça. L'éventail des soins et des activités proposées est très large. Il s'adresse aux malades, enfants et adultes, mais aussi à leur entourage. Ils prennent en compte la personne dans sa globalité. L'exemple est unique en France. Il s'appuie sur les travaux d'éminents oncologues, tels Barbara Andersen, qui a publié des résultats étonnants, divisant par 2 le taux de récidive des patientes atteintes de cancer du sein. Ici, on va aider la personne à devenir actrice de sa santé. Et on va essayer de lui redonner, de l'aider à retrouver un sens à cette vie. Pourquoi j'accepte des traitements? Peut-être parfois pour des années. Donc c'est ça qui est nouveau, c'est que d'abord 900 mètres carrés, 75 bénévoles, vous créez pas simplement des soins ponctuels, vous créez une dynamique de soutien entre les thérapeutes, les patients, et vous créez de la rencontre. Le centre ressources repose sur la générosité des dons privés. Les soins sont gratuits. En l'absence d'aide publique, les projets de création de nouveaux centres prennent du retard. Ils prendront aussi en charge la prévention et l'information sur le cancer. Une maladie qui concerne aujourd'hui chacun de nous, directement ou par ricochet. On nous a appris à nous écouter, à prendre soin de nous. Donc vous ne pouvez pas vivre de la même façon avant et après le cancer. Il y a vraiment un avant et un après. C'est vraiment extraordinaire ce qui se passe parce qu'on repart d'ici armé. On a appris des bases qui sont très importantes, mais une confiance en nous également qui est apparue que nous n'avions pas pour la plupart avant. Et nous parlons rugby maintenant. Samedi aura lieu à Dublin la finale de la H-Cup entre les 2 meilleures équipes françaises qui ont dominé le top 14 cette saison, Toulon et Clermont. Les joueurs sont partis ce matin de hier. Une partie des supporters est déjà sur place dans les rues de Dublin, des supporters très enthousiastes et très confiants. Et ils sont là, et ils sont là, et ils sont là, les Toulons. Certes,
ne sont qu'une petite centaine pour l'instant, les supporters toulonnais dans les rues du quartier historique et touristique de Dublin, Temple Bar, à entonner les chants rouges et noirs. Ils seront 2000 samedi au total à venir supporter leurs favoris pour cette première européenne. Les Clermontois annoncent eux 4000 fidèles, mais le match se jouera sur le terrain. Et là, dans le sillage d'un étincelant Johnny Wilkinson, rien ne peut arriver aux Varois. J'ai envie d'aider mon équipe et c'est avec ce pilou-pilou qu'en fin de compte, je vais pouvoir les transporter vers la victoire. Nous, on est organisés, bon, on ne peut pas emmener non plus 2000 personnes, mais bon, on amène chaque fois on amène une cinquantaine de personnes, c'est sympa, et on a un petit groupe sympa et on aime la Coupe d'Europe. Et on espère qu'on va la ramener à Toulon. Vous avez confiance en cette équipe de vieux briscards du RCT? Oui. Et Wilco, il va nous mettre un drop à la fin du match. À la cirée, il va nous mettre un drop. Et on gagne 2-3 points. Ici à Temple Bar, les Bulls, ce dynamique groupe de supporters toulonnais, a déjà réussi un petit exploit, faire entonner le pilou-pilou aux Irlandais. Et d'ici samedi, avec les nombreux pubs que compte la capitale irlandaise, le chant guerrier de Lara devrait trouver un bel écho. Et avant le départ, l'une des deux vedettes du RCT, Frédéric Michalak, qui a connu de nombreuses compétitions internationales, donnait son sentiment sur cette finale. Selon lui, le résultat devrait se jouer sur presque rien. C'était à chaque fois un match de très haut niveau qui se joue sur un petit détail. Donc j'espère que le pourcentage de chance sera de notre côté, le ballon qui rebondit de notre côté. Mais ça après, il faut que les joueurs aillent le chercher. En tout cas dans notre préparation, je sens que les joueurs ont envie de faire un super match et de prendre énormément de plaisir sur cette finale. Et rendez-vous donc samedi à Dublin. Nous allons maintenant parler d'un livre. Bonsoir Laurence Fritsch. Nous allons parler de votre roman Le roseau sucré, publié aux presses de la Cité. C'est un roman d'amour, mais on ne se refait pas, vous êtes historienne. Un roman surtout qui se déroule à une période cruciale. Il commence en Guadeloupe lors du tremblement de terre de 1843. Il se poursuit à Marseille jusqu'en 1854. Entre-temps, il y a l'abolition de l'esclavage que l'on doit, dans votre récit, principalement à l'action des francs-maçons. De quelle manière se sont-ils impliqués? Eh bien, particulièrement en Guadeloupe, il y avait deux sortes de loges, des loges de blancs et des loges de sang-mêlés, qui n'avaient pas tout à fait la même opinion sur l'esclavage. En effet, les blancs étaient les planteurs-raffineurs, et évidemment, ils avaient besoin de leurs esclaves. Jusqu'au tremblement de terre qui a changé beaucoup de choses, et jusqu'à l'arrivée de la betterave aussi. L'arrivée de la betterave, oui, c'était le grand ennemi. En fait, l'ennemi, c'était la grande concurrence. Et c'est pour ça d'ailleurs que les planteurs ont dû passer au stade industriel. Mais il y a eu beaucoup d'échanges entre les loges, par exemple de Marseille, des voyages entre Marseille et Pointe-à-Pitre, hein, avec des militants. En effet, les loges de métropole aidaient beaucoup les loges des colonies, hein, parce qu'à l'époque c'était une colonie. En métropole, il y avait aussi Paris, où Schœlcher et Bicêtre faisaient aussi leur travail auprès du ministère. Et à Aix et à Marseille, nombre de loges avaient des prolongements aussi dans des cercles républicains où on apprenait ce que c'était que la citoyenneté et où on aidait en effet ceux qui arrivaient des colonies. Alors votre héros, Joseph, est un esclave mulâtre qui fuit la Guadeloupe, qui arrive à Marseille, où un raffineur de sucre très humain l'a franchi, l'engage comme ouvrier salarié. Est-ce que vraiment de tels personnages ont existé? Oh oui. Roubaud, il a existé parce qu'il était vraiment dans l'almanach. Jean-Marie Roubaud. Oui, Jean-Marie Roubaud a bien existé. Il a bien été raffineur de sucre, là où se trouve d'ailleurs aujourd'hui la friche de la Belle de Mai. Et les esclaves qui pouvaient arriver, se sauver comme cela, existaient aussi, ont vécu à Marseille? Vous avez retrouvé des traces? Tout à fait, tout à fait. Il y a des archives qui le disent, et particulièrement bon, ces esclaves marrons qui avaient marrons parce qu'ils étaient en fuite, hein, c'est le terme, avaient subi de nombreux sévices
et essayaient de fuir grâce à des réseaux qui les aidaient. Ils traversaient l'Atlantique avec un statut de mobilier, puisqu'ils étaient des meubles. Ils étaient censés rejoindre les propriétaires en métropole, et là, le fait de marcher sur le sol métropolitain les affranchissait. Et les gens qui les affranchissaient le faisaient un peu à leur risque et péril, comme ce fameux Roubaud. L'industrie du sucre, en tout cas, et on la revit dans votre roman, elle est très présente à Marseille, et on a l'impression qu'il y a tout un monde qu'on a oublié. Et oui, c'est un peu pour ça que j'ai eu envie de le faire revivre aussi, ce monde, parce qu'il était très florissant. On avait à une époque plus de 18 raffineries de sucre à Marseille. Oui, c'est énorme. De sucre de canne, notamment. Oui, tout à fait. Et cela depuis le XVIIe siècle. Du sucre de canne, hein, puisqu'on était le port du sucre de canne. Et ces raffineries étaient extrêmement florissantes et ont commencé à s'équiper de la vapeur à partir des années justement 1840, 1850. Et c'est le début d'ailleurs de la raffinerie de Saint-Louis, hein, dans un petit coin de Marseille, avant de monter à la Vis. Et on traverse également la place Saint-Ferréol, la rue Paradis, il y a plus de 150 ans. Qu'est-ce qu'il reste de cette époque, de ces sucriers et des traces de l'esclavage à Marseille? Alors, de l'époque des sucriers, il ne reste pas énormément de choses, justement, d'où l'idée du livre, à part la raffinerie de Saint-Louis, hein, qui est son illustre héritière. Des esclaves, il reste une société métissée, créolisée, avec des associations qui restent présentes. Malgré tout, oui. Merci beaucoup Laurence Fritsch. Je rappelle le titre de votre roman, Le roseau sucré, aux presses de la Cité. Nous allons écouter, si vous le voulez bien, de la musique maintenant, en avant-première, puisque demain soir à 20h30, on découvrira la dernière œuvre écrite par Rossini, la petite messe solennelle, en l'église Saint-Michel. C'est le festival de musique sacrée qui commence. Jean-Louis Boudard et Emmanuel Zini. C'est une petite messe, mais une messe solennelle que son compositeur Gioacchino Rossini qualifiait de péché de vieillesse. Rossini a 71 ans lorsqu'il décide de composer cette œuvre écrite à l'origine pour 4 solistes, un chœur et 2 pianos. Il en fera par la suite une version orchestrale dirigée ici par le grand chef italien Paolo Arrivabene. Une version qui donne toute sa puissance à cette œuvre tardive. C'est vraiment un testament culturel et musical de Rossini. Et on entend dans cette musique quelque chose qui va à prévenir ce qu'on entendra après. Il y a une modernité là-dedans incroyable pour les périodes. C'était 1864 et 63, 64. Et pour l'époque, c'était quelque chose de vraiment étonnant. Célèbre pour ses opéras comme Le Barbier de Séville ou Cendrillon, Rossini s'interrogeait lui-même sur cette œuvre ultime, sur cette petite messe solennelle si moderne qu'il craignait qu'elle ne lui ferme les portes du paradis. Et festival jusqu'à la fin du mois de mai à Marseille. Dans l'actualité de ce jour, je vous rappelle qu'aux assises d'Avignon, 20 ans de réclusion, dont 2 tiers incompressibles, ont été prononcés contre Bruno Dull, accusé d'avoir abusé de 14 enfants entre 1999 et 2011 dans la région de Mormoiron, principalement autour de Plan d'Eau. Vous suivez nos informations sur notre site internet, le 19 continue. Bonne soirée.